C'est ici, au milieu du quartier de Pisevin, qu'un jeune garçon de 10 ans, Fayed, a été tué à la fin du mois d'août dernier, pris au milieu des tirs de Kalachnikov. Et depuis, les fusillades se sont multipliées sur le quartier, des fusillades qui ont lieu le soir, la nuit, mais aussi le matin, à différents endroits du quartier, ce qui donne aux habitants le sentiment de n'être à l'abri nulle part. Voici les images de l'attaque qui a causé la mort du jeune Fayed. On y voit un homme cagoulé, tiré en rafale à la Kalachnikov, en direction d'une voiture. Fayed est touché dans le dos et meurt à l'hôpital. 2 jours plus tard, nouveau drame. Un jeune de 18 ans est tué par balle. En un mois, 5 fusillades, 2 morts et 3 blessés. Des règlements de compte qui prennent toute la cité en tenaille. 16 000 habitants comme piégés. Comment vivent-ils dans ce quartier en proie à l'ultraviolence? Pour le comprendre, nous nous sommes immergés au cœur de la cité Pisevin. Pendant 1 mois et demi, nous nous sommes installés aux côtés des habitants de la ZUP. Et nous avons partagé leur quotidien. Et j'ai peur. Recevoir une balle perdue. Ouais, c'est ça. Je suis comme tout le monde. Paradis, oui. Ça, des fois, je pleure. Hein. Des fois, je pleure chez moi. Je dis pourquoi je mérite cette vie-là. Je me laisse pas faire. J'ai pas peur. Je montre pas que j'ai peur d'eux. J'ai jamais montré que j'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais montré que j'ai peur d'eux. Nous avons rencontré des acteurs de ce trafic meurtrier. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu s'appuies sur une gâchette. Hein. Nous avons suivi les policiers de la BAC qui les traquent. Il n'y a pas de zone de non-droit. Hein. Bah, tu vois, celle-là, moi, je l'ai jamais vue, celle-là. Elle était la semaine dernière. Oui. Mais ouverte comme ça? Non. Et ça, là, c'est bien que ça soit détruit pour vous? Bah oui, bien sûr. On est en train de relancer les chantiers, les soins, la poste, tout l'ensemble des services publics. Et on rencontre des gens merveilleux ici. J'espère que vous avez le temps aussi de rencontrer ces personnes-là. C'est quand même un quartier vivant, un quartier qu'il ne faut pas rayer de la carte. Hein. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui y travaillent, il y a la vie. En immersion, vous emmène à Pisevin, la cité de la drogue. Moi, je vous dis un conseil pour vous, faites attention à vous. C'est-à-dire, restez pas trop longtemps ici, sinon, un jour, moi, je pense, ça va vous cramer, ça va vous cabousser le crâne. Ce matin, on a rendez-vous avec une habitante du quartier. Elle s'appelle Ouria et elle tient à nous montrer son quotidien, rendu chaque jour un peu plus difficile à cause du trafic de drogue qui gangrène le quartier. Bonjour Ouria. Bonjour Jérémy. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Les enfants dorment encore? Oui, ils dorment toujours. Ok. Ouria, elle, n'a pas beaucoup dormi cette nuit encore. La veille, une fusillade a éclaté juste sous ses fenêtres. Je dormais là dans ma chambre et on entend, on dirait dans ma chambre. Les tirs, on dirait dans ma chambre, ça m'a réveillée. J'étais en train de trembler, j'ai dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai filmé direct. C'est-à-dire, j'ai pas enregistré les tirs parce que c'est ça qui m'a réveillée. Je crois que c'est lui qui a tiré. Aussitôt, vous avez su que c'était des coups de feu? Ah, tout de suite. Maintenant, on fait la différence entre Kalachnikov et arme de feu, ça se voit. C'était pas les feux d'artifice. Vous aviez peur? Ben oui, j'avais trop peur. Même au film, j'étais cachée, tout ça derrière. Je vais tout noir. J'avais peur qu'ils me voient ou ils voient un flash ou quelque chose, ils me tirent dessus. Ils ne me laissent pas dormir aussi. Depuis, j'étais réveillée, j'ai de la fièvre parce que j'ai pas bien dormi. Hein. J'ai toute la nuit angoissée. Les tirs atteignent une voiture. 4 personnes se trouvent à bord. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Et ouais, ils nous ont touchés, voilà. on distingue plusieurs impacts de balles sur le pare-choc et les rétroviseurs. Mais aucun des passagers n'est blessé.
Ça, malheureusement, c'est devenu presque habituel. Ben ça y est, c'est devenu un feuilleton d'horreur. Un feuilleton d'horreur, c'est ça. On se réveille, Zaki. Allez, réveille-toi. J'ai fait une crêpe pour les enfants au Nutella, une miel et pour moi avec du citron. Pour le matin, comme ça ils sont en forme pour la marche. Salut Zaki, allez, va manger ton petit-déj. Depuis quelques jours, le fils d'Auria a dû avancer son réveil pour être à l'heure au collège parce que les bus scolaires ne passent plus ici dans le quartier. Les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait à cause des fusillades à répétition, du climat d'insécurité. Résultat, ils doivent aller à l'école à pied. Accompagné de maman. À 12 ans, Zakaria a l'âge où l'on préfère aller seul au collège, sans sa maman. Faute de bus, il doit traverser la cité à pied. Slalomer entre les tours, les routes et les points de deal. On va aller là-bas, c'est le raccourci. Le point de dealer, il est là, mais nous, on va passer par là, c'est mieux. On peut passer par là, mais non. Là, on détourne comme ça pour prendre les marches là-haut. Là, on va se trouver de l'autre côté. Selon Ouria, le risque d'une mauvaise rencontre est trop important pour laisser son fils s'aventurer seul dans le quartier. T'aimerais pouvoir aller seul au collège? Je sais pas, moi j'aime bien y aller tout seul avec mes amis. Est-ce que tu comprends qu'elles tiennent à venir avec toi, même le matin? Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Elle veut me mettre en sécurité, du coup, elle m'accompagne. On va se dépêcher. Je te vois entrer en classe, en portail, je m'en vais. Dans ce quartier périphérique de Nîmes, cache ton portable. se côtoient deux mondes que tout oppose. Celui des sorties de classe Zakaria, au revoir. et celui des règlements de compte à la Kalachnikov. Entre les deux, la police essaie tant bien que mal de rassurer par sa présence les parents inquiets. En flashball devant le collège. Par prévention, c'est pas pour eux, c'est pas pour les collégiens, on est bien d'accord. C'est important de montrer aux parents d'élèves aussi que vous êtes là, que... Ils sont contents de nous voir, ouais. Ils sont très contents de nous voir. Et vous là, vous sécurisez. Là, on essaie de faire une patrouille, mais c'est pas évident. Tout va bien ce matin? Oui, aujourd'hui ça n'a pas tiré, c'est bien. C'était hier, ça. C'était hier matin. Bon, mais il y a quand même des renforts de la CRS 8 là, depuis quelques jours. Ça change quelque chose pour vous? Vous les avez vus? Ils sont peu visibles. Il n'y en a pas. Ils sont restés 3 jours. Plus personne, là. 3 jours après la mort du jeune garçon, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place pour annoncer des renforts policiers et la création d'un commissariat à Pisevin d'ici la fin de l'année. Des mesures d'urgence pour tenter de freiner la spirale de la violence dans laquelle s'enfonce la cité. Nous ne sommes pourtant qu'à 10 minutes du centre-ville cossu de Nîmes. Connu pour ses arènes et sa maison carrée tout juste classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville moyenne où il fait bon vivre. Mais la cité gardoise est victime de son emplacement géographique, idéalement placée au carrefour des routes de la drogue. À 2 heures de l'Espagne, d'où remonte le cannabis en provenance du Maroc. À 1h30 des quartiers nord de Marseille, ainsi qu'au départ des Go-Fast qui transportent la marchandise vers la capitale. Près de 700 kilos de résine de cannabis et des dizaines de kilos de cocaïne y transiteraient chaque semaine. Un trafic très lucratif qui sème la mort dans l'un des quartiers les plus pauvres de France. Depuis la mort du jeune Fayed, la cité Pisevin vit au ralenti. Comme anesthésiée par la peur d'un nouveau drame. Mais il reste un lieu où le brouhaha matinal ne faiblit pas. On est au marché de Pisevin. C'est là où tout le monde vient ici pour les gens du quartier pour acheter moins cher. Il est bien, vous allez voir les prix. Vous allez quitter Paris et venir ici pour les prix. Ça, c'est important ici,
C'est très important le marché. Les gens se côtoient ici, on se dit bonjour, on ne se voit pas toute l'année, mais là on se voit, on se dit bonjour. Mère célibataire, Ouria est passée maître dans l'art de la chasse au petit prix. 1,30 € les tomates. Ok, ça va, c'est moins cher ici. Elle n'a pas d'emploi fixe, mais donne des cours de piano et travaille parfois en cuisine dans les restaurants. Attends voir. Une fois son loyer et ses charges payées, il lui reste tout juste 600 € pour vivre. On fait tout le tour pour voir le moins cher et après on achète. C'est comme ça, le plan D, on a dit. Ah, donc là, en fait, vous voyez avec vos yeux, vous regardez les prix. Vous scannez tous les prix. Oui, je scanne tout et après j'y vais. Parce que des fois j'achète, par exemple les bananes, ils sont à 1,20 €, je me décale, c'est à 99. J'ai perdu 20 centimes. Combien le couscous? Et c'est fait le couscous. Maintenant les légumes. Vous pouvez me faire ce panier à 1 €? Elles sont belles, oui, je sais, mais celle-là, je l'aime pas trop, hein. Il faut me la changer. Je vais la prendre pour la jeter à la poubelle. Tiens, donne-moi une autre. Ah, rempli. Comme elle, beaucoup viennent ici pour faire leurs courses à moindre coût. À Pisevin, 1 habitant sur 2 est au chômage. Et 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le 5e quartier le plus pauvre de France. Ce marché, figurez-vous, il était en plein Pisevin, là-bas où il y a le quartier chaud. Et la forteresse. On l'a décalé ici. Ouais. C'est à 2 pas, hein, c'est pas loin. La forteresse dont parle Ouria, c'est en fait la galerie marchande de la cité. Un sillon de 300 mètres de long creusé dans le bitume, coincé au pied des tours. Conçu à l'origine pour accueillir tous les commerces en un seul lieu et faciliter la vie des habitants. Les circulations sont étagées. Les piétons ne rencontrent pas les voitures qui disparaissent sous les immeubles pour stationner. Les ménagères de Nîmes-Ouest n'auront plus, comme ce fut le cas, à se rendre en ville pour leurs achats. Elles trouvent sur place ce qui leur fait défaut. Désormais, les rares habitants qui s'y risquent c'est fatigant. La traversent sans s'attarder. C'est un salon de coiffure? C'était un salon de coiffure, oui. C'était réputé quand même, c'était bien. Mais là, quasiment tous les commerces ont leur rideau baissé. Ah oui. Là, c'est le légumier. Même moi, je ne viens plus ici acheter, à part le boucher. C'est vrai, ils ont tous fermé. Hein. Une allée fantôme, comme laissée à l'abandon. Elle devrait disparaître complètement dans le cadre d'un vaste projet de rénovation urbaine. 3/4 des commerçants ont bien été expropriés. Mais les travaux de démolition, eux, n'ont jamais débuté. Alors de nouveaux marchands ont pris leur place. Sur les rideaux baissés, de grandes flèches tracées à la peinture rouge indiquent le point de deal. Une simple table en plastique. On y voit des boîtes de conditionnement pour le cannabis et des piles qui servent à alimenter les talkie-walkie utilisés pour signaler l'arrivée de la police. Ce jour-là, pas de dealer en vue, ni de consommateurs. Sous ce porche, un jeune du quartier nous explique qu'ils sont nettement moins visibles depuis l'arrivée des renforts policiers. Le réseau il est fermé là. Ah ouais? Il est fermé. Il peut pas ouvrir. Parce que les CRS ils sont toujours là. C'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils sont pas là. Ils sont là. Mais l'échange tourne court. Notre caméra n'est pas la bienvenue ici. En fait, c'est qu'il faut pas filmer ici. Pourquoi? Non, mais on vient discuter. Allez, allez. Tu parles de logement, s'il te plaît, allez faire un tour. Allez, bonne journée. Allez, salut. Partout s'affiche l'emprise du trafic sur le quartier. Jusque sur la place centrale, devant l'entrée de la médiathèque. On voit encore les prix de la drogue c'est incroyable. Écrit là sur le mur. 2 grammes, oui, carrément. Moula. Moulaka, nanané, coke. Ah, c'est quoi ça? C'est coke. Coke, c'est la coke. C'est la drogue. Moula.
Acculée par la présence des dealers, la municipalité a décidé de fermer la médiathèque en juin dernier. C'est un endroit où vous aimiez aller? Bien sûr, quand même. Il y avait des gens qui viennent ici, hein, des personnes âgées. Je les vois, moi, quand je rends les livres. Je suis obligée de monter au centre-ville, hein, Carré d'Art. La grande bibliothèque, médiathèque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du fait que le maire ait décidé de fermer la médiathèque pour des raisons de sécurité? Moi, je crois qu'il faut régler la source du problème. C'est pas fermer. Si on ferme là, on va fermer l'école. Vas-y, on va fermer l'hôpital. On va fermer les commerces. Et alors? Ça veut dire quoi? Ils ont gagné? C'est eux qui ont gagné? C'est leur territoire. Ben non, c'est-à-dire on les a donné encore plus de liberté. Pourtant, en ce mois de septembre, même les dealers semblent avoir perdu du terrain. La violence de la fusillade qui a tué le jeune garçon les a surpris, eux aussi. Et le meurtre d'un des leurs à la Kalachnikov 2 jours plus tard a confirmé leurs craintes. Ils sont devenus une cible. Vulnérables à leur tour, ils se font discrets. L'un d'entre eux a pourtant accepté de nous rencontrer. Et la mort, tôt ou tard, on va la goûter, c'est simple. Ça peut t'attendre de n'importe où, n'importe quel moment, ça peut t'attendre, tu peux te manger une balle. J'ai déjà vu un calibre pointé en face de moi sur ma tête, mais j'ai eu peur, je crois que j'allais mourir. Après, c'est le destin. Cet homme n'a pas encore 17 ans, mais il s'exprime déjà comme un vétéran du trafic. Lui qui a grandi ici, a rejoint le réseau dès ses 13 ans. D'abord comme guetteur, avant de gravir les échelons. Il a déjà plusieurs condamnations à son actif. Aujourd'hui, il craint moins la police que les bandes rivales. Nous, on a pris l'habitude depuis petit. Sinon, on a quand même peur au fond. Parce que tout moment, personne peut se manger une balle. Par exemple, ça peut être notre mère, notre père. On ne sait jamais. Pourquoi en ce moment? Pourquoi il y a autant de tirs, de fusillades en ce moment, depuis cet été? Parce que Marseille veut le récupérer. Les trafiquants de drogue de Marseille veulent récupérer le contrôle de la cité. Le contrôle, c'est ça. Pour moi, c'est une carte de territoire. Ça essaie de récupérer la ZUP, mais ils ne vont pas réussir. Sauf que ce ne sont pas seulement des membres du réseau, puisque c'est comme ça qu'on appelle le trafic de drogue ici, qui sont visés, mais c'est aussi des gens lambda. On l'a vu avec le petit garçon de 10 ans, Fayed. Comment vous réagissez, vous, à ça? Eh bien, ça nous fait de la peine. Un petit frère perdu. Et on essaiera de le venger. Comment? Ça dépend à voir avec la suite qui arrive. Dans cette guerre de la drogue, lui-même aurait pu devenir tueur à gages. Après, quand tu grandis, tôt ou tard, tu sais appuyer sur une gâchette. Hein. On avait demandé de tirer pour 5 000 € et j'avais refusé. Pour 5 000 €? Ouais. Tirer un mec pour 5 000 €, ça me posait en voiture et je l'avais pas fait. Quand on se balade dans la galerie Wagner, il y a beaucoup de commerces qui ont le rideau baissé, qui ont fermé. Ouais, c'est ça. Ça vous gêne pas, vous, de voir des commerces de bouche, des commerces de proximité fermés les uns après les autres, par peur, comme vous dites, des fusillades, et vous, le vôtre, grandit? Ça fait de la peine un peu, parce que nos mamans, ils avaient juste à descendre en galerie, faire les courses. Et du coup, les habitants de la ZUP, il y en a qui sortent plus, il y en a qui ferment leur magasin, ils restent chez eux. Il y en a, ils sortent même plus le matin pour aller travailler, ils ont peur de se prendre une balle pour leurs enfants. Mais ça, si vous arrêtez de vendre, il y aurait plus ce risque, il y aurait plus cette peur chez les habitants. Mais après, il y aurait plus de quartier aussi, puisque c'est grâce à ça que le quartier est encore là. Sinon, il n'y aurait plus de points de deal, comme vous dites, il n'y aurait plus de quartier. À l'entendre, le trafic de drogue bénéficierait à une partie de la population. Les bons jours, ils génèrent plus de 20 000 €, ce qui en fait le commerce le plus lucratif de la cité. Pour assurer leur rente, les dealers s'appuient sur la complicité de certains, des habitants et des commerçants qui acceptent, parfois sous la menace, de stocker de la marchandise. 3 semaines après le meurtre du jeune Fayed, à l'occasion d'un contrôle administratif,
La police va faire une découverte dans l'une des dernières épiceries encore ouvertes. 2 kilos de cannabis, dissimulés dans les toilettes du commerce. Valeur marchande, 20 000 €. Un réseau tentaculaire qui s'infiltre partout, jusque dans les foyers. On est sur la tour la plus haute du quartier de Pisevin et justement d'ici on voit bien les barres d'immeubles qu'il compose et qui lui donnent un air presque de labyrinthe avec beaucoup de petites allées, de passages souterrains, ces immeubles qui s'entremêlent et c'est aussi cette topographie qui favorise l'implantation du trafic de stupéfiants et qui à l'inverse eh bien, rend plus difficile les interventions des policiers. Nous allons en faire l'expérience en accompagnant le chef de la BAC, la brigade anticriminalité. Ça va et toi? À Pisevin, tout le monde l'appelle Marco. Cela fait 20 ans qu'il arpente les dédales de ce labyrinthe géant. Eux, ils sont nés ici, hein, donc ils connaissent le quartier par cœur. Nous, on n'est pas nés ici, mais on le connaît aussi à force d'y être. Hein. On les connaît, ils nous connaissent. Il y a un guetteur sur sa chaise sur la passerelle. Oui, ensuite. Le réseau semble avoir ouvert. D'accord, ça marche. Les policiers vont tenter de surprendre les dealers. Mais leur arrivée est aussitôt signalée. De l'autre côté, ah. En quelques secondes, la galerie marchande s'est vidée de ses rares occupants. Un peu partout, en fait, comme dans tous les quartiers de France, t'as les plaques d'immatriculation des véhicules police, en fait. Toutes celles-là, hein, c'est nôtre, celle-là, celle-là. Des murs constellés d'indices et de messages, à l'attention de Marco et ses collègues. Dans une allée truffée d'issues de secours pour s'échapper. Au niveau des accès, ils sont quand même, on va dire, protégés, hein, ne serait-ce que par les infrastructures. Donc pour nous, c'est plus difficile d'intervenir sans être vu. Et comme ils mettent des guetteurs tout autour en fait, du point de stup, donc ils sont avertis dès qu'on arrive. Difficile dans ces conditions d'arrêter les trafiquants en flagrant délit. Et même lorsqu'ils savent à quelle porte frapper, les policiers se heurtent à une autre forme de résistance. C'est la police, madame. Pareil, non. Ah ouais. Madame, ouvrez, c'est la police. Bonjour, madame. Pourquoi vous venez comme ça? On vient. Il est là ou pas? Il est pas là. Il est où ça? J'ai notre collègue hier, je vous l'ai dit, on vient et tout. Vous permettez qu'on regarde? Vous me montrez sa chambre? Elle est où sa chambre? C'est laquelle? C'est laquelle sa chambre? Celle-là? Madame, il y a sa sacoche et son téléphone, il y a toutes ses affaires en fait. Bah oui, mais il passe à la maison. Et il prend pas son téléphone? Bah non. Il passe à la maison. Bah heureusement. D'accord. On cherche votre fils dans le cadre d'une affaire, mais c'est pas des... c'est comme ça. Il vit chez vous, donc on vient voir. Moi, débarquer la police tous les 5 minutes à la maison, vous imaginez bien que c'est pas pour moi une solution. Non, c'est pas possible. Vous savez... Elle a pas trop envie de nous voir. Elle nous aime pas trop apparemment cette dame. Le jeune homme a quitté l'appartement sans ses affaires, laissant penser aux policiers qu'il a peut-être été prévenu de leur arrivée. Ça fait tellement longtemps qu'on est là, du coup, ils nous connaissent, on les connaît. Hein. Ils repartent sans aucun renseignement qui pourrait les aider à le retrouver. Bah, on voit bien que la mère, en fait, elle n'est pas coopérative avec nous, en fait. Hein. Elle veut juste protéger son fils, ce qui peut se comprendre, hein, c'est une maman. Mais bon, nous, on connaît son fils, il est dans certains faits, et voilà. Et c'est des parents qui sont au courant de ce que font leurs enfants? Ils sont au courant de toute façon, hein, à partir du moment où il n'y a pas d'argent qui rentre au foyer, à part les aides, il faut bien qu'ils vivent. Hein. Nous, quand on les contrôle, ils sont toujours habillés dernier cri, avec des baskets neuves, des survêtements neufs. Donc l'argent, il faut bien qu'ils le gagnent quelque part. Hein.
quand ils profitent d'un certain côté du système, ils ne peuvent pas dénoncer le système. Un quartier muré dans le silence. Et quelques familles qui vivent sous perfusion d'argent sale. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous gagnez quasiment tous les jours? Moi, clairement, l'argent sale, j'arrive pas à la mettre de côté. Ça veut dire pour moi, par exemple, si je fais 200 € la journée, 200 € en même pas 2 journées, il n'y a plus rien. Parce que c'est pas de l'argent propre, comme on dit. Pour ça, genre, ça part trop vite. Vous le dépensez dans quoi? Dans n'importe quoi, c'est-à-dire, déjà, je fais à manger pour la maison. Après, je régale mes collègues, 2-3 collègues. Je donne de l'argent à ma tante, à ma famille. Ils vous demandent pas d'où vient cet argent? Si, ils me demandent, mais ils le savent que j'ai fait ça depuis petit. Du coup, ils le savent que j'ai dit obéir, voilà. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça? J'imagine qu'ils préféreraient que vous alliez à l'école. Ça fait peur. Ouais, c'est ça, parce que ça fait peur. Pour eux, ils ont peur. Parce qu'on peut s'attendre à n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. Mais ils acceptent quand même l'argent que vous leur donnez? Ben après, je vous mens pas, il n'y a pas le choix pour remplir le frigo. Sinon, on ne peut pas manger. Voilà, c'est l'argent plus facile à faire. Plus que de l'argent facile, le deal apporte à ces adolescents le sentiment d'appartenance à un clan, avec ses codes, à commencer par le goût de la provocation des forces de l'ordre, qu'ils n'hésitent pas à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Patrick! Tout comme leurs affrontements avec les bandes rivales. Car en rejoignant le réseau, ils prennent part, sans toujours en mesurer l'ampleur, à une guerre sanglante. À Nîmes, 4 quartiers s'affrontent pour le contrôle du marché de la drogue. Le Mas de Mingue, le chemin bas d'Avignon et Pissevin, seulement séparé d'une route de son concurrent historique, Val-de-Gour. Il y a toujours eu un petit conflit entre les quartiers, mais à une période, ils s'entendaient, ça allait mieux. Et puis là, je pense que le réseau, ça draine beaucoup d'argent. Donc, ça crée des convoitises. Le démantèlement d'une filière l'année dernière aurait déséquilibré le rapport de force entre Pissevin et Val-de-Gour. Pissevin essaye de prendre la ZUP Nord et la ZUP Nord, ils se défendent et montrent qu'ils peuvent eux aussi essayer de prendre la ZUP Sud. Mais c'est pas aussi simple. Il n'y a pas que les deux ZUP en fait qui sont les acteurs de ce conflit. Est-ce que c'est un lien avec l'arrivée de Marseillais? Il est possible qu'ils soient associés à des Marseillais ou que les Marseillais essayent de mettre la main sur les réseaux nîmois. Ça, c'est possible aussi. Pour éviter de nouveaux drames, les policiers inspectent sans relâche les souterrains du quartier. Leur objectif n'est plus seulement d'y trouver de la drogue, mais aussi des armes. On regarde toujours s'ils déposent des choses dans les caves ou si des traces de présence. On regarde partout en fait. C'est pas. Donc on voit que ça traîne. Tu vois celle-là, moi je l'ai jamais vue celle-là. Si. Elle était la semaine dernière. Oui. Mais ouverte comme ça? Non, justement. Ah voilà. Fermée. Là elle est cassée et tout. Celle-là pareil. Mais celle-là, moi je l'avais pas vue la semaine dernière. Parfois dans les sous-sols, ils utilisent des garages qui sont ouverts ou désaffectés et ils peuvent cacher du stup ou des armes. Comme la dernière fois, il y a eu des armes qui ont été découvertes dans un box. Ce jour-là, les policiers de la BAC ont découvert 4 kalachnikovs, des munitions et une quantité importante de résine de cannabis dans un box de garage souterrain. Pour empêcher de telles pertes, les trafiquants ont mis en place un système de filtrage pour toute personne étrangère au quartier qui leur paraît suspecte. Les gens qui travaillent sur ce secteur, ils sont contrôlés par les personnes qui travaillent dans le réseau. En fait, ils veulent savoir à qui ils ont affaire. Si ce sont des policiers en civil qui enquêtent, ils veulent savoir qui rentre dans le quartier pour justement éviter qu'il y ait une vue sur le réseau et sur leur travail.
un homme en a récemment fait la douloureuse expérience. Il vit pourtant à 500 km de Nîmes, en Suisse. Nous le rencontrons sur les rives du lac de Neuchâtel. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. José est pasteur. En mai dernier, il se rend à Nîmes à l'occasion d'un séminaire évangélique. Lorsqu'il s'arrête à Pissevin pour demander son chemin, il est à 1000 lieues d'imaginer ce qui va lui arriver. Le quartier ne m'a pas l'air autrement spécial, dangereux, particulier. En tout cas, on n'est pas habitué en Suisse à ce qu'un quartier soit moins normal, on va dire, qu'un autre. Et puis, j'arrête ma voiture et je descends un chemin. Puis je commence à poser la question à plusieurs personnes en disant est-ce que vous savez comment vous rendre à l'endroit où se trouvait mon Airbnb que j'avais loué? Et certains m'ont répondu non. J'ai continué à avancer et j'ai vu un groupe de jeunes qui, à mon avis, avaient un comportement peut-être un peu étrange. Je ne sais pas s'il y avait du trafic, s'il y avait quelque chose qui se passait. Et à un moment donné, une de ces personnes est sortie et elle a commencé à crier « police, police » plusieurs fois. Et au même temps que lui, sont sortis peut-être 3-4 personnes du même endroit. Ils pensent que je suis un policier en civil. Ils sont mis à courir dans ma direction. J'ai pris mes jambes à mon cou, en fait. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir en direction de ma voiture. Et puis je suis tombé à terre. Et à ce moment-là, mon souvenir, c'est que minimum 3 à 5 personnes ont commencé à me donner des coups. Moi, je me suis protégé et ensuite, c'est le blackout. J'ai plus de souvenirs exacts. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je baignais dans mon sang, en fait. Et puis, je me suis rendu compte que quelque chose de grave venait de se passer. J'étais totalement déstabilisé. Il se réveille avec le visage tuméfié, de multiples fractures et des points de suture au crâne. 6 mois après, il ne peut toujours pas reprendre le travail. Son agression a beau avoir eu lieu en plein jour, sur la place centrale du quartier, aucun témoignage n'a permis d'identifier les auteurs. La loi du silence demeure. Cette même place que d'autres ont pourtant connue sous un jour bien différent. À l'époque où grandir dans une tour était la promesse d'une enfance heureuse. Tous les gamins, on était tous dehors avec nos jouets, nos vélos, les patins à roulettes, et j'en passais des meilleurs. C'était une explosion de jeux et de convivialité. Les sorties, les booms dans les garages, enfin c'était non, que du bonheur. École primaire, collège, lycée sous la main, non, c'était génialissime. Nous sommes chez Jean-Pierre Gontier, 63 ans, un enfant de Pissevin, qui ne renie rien de sa jeunesse en banlieue. Lorsqu'à 5 ans, il s'y installe avec ses parents, il découvre une ville nouvelle et le confort inédit offert par les logements HLM. Quand on est arrivé à la place Corot, qu'on a vu notre appartement, pour la première fois, on était... Waouh! 2 balcons. Moi, j'aurais ma chambre, mes sœurs leur chambre, mes parents leur chambre, salon séjour, baignoire, WC séparé, cuisine, chauffage central, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Mais c'était, allez, on va prendre une publicité actuelle, c'était Versailles. On parle beaucoup du manque de mixité sociale aujourd'hui à Pissevin. Comment c'était pendant votre enfance? C'était essentiellement des ouvriers, ouais, quelques classes moyennes et des gens d'origine diverses et variées. Bon, il y avait des Français, des Italiens, des Espagnols, des Maghrébins, voilà. Mais il y avait ce brassage de population, il y avait cet équilibre entre chaque partie qui faisait que on se côtoyait, on s'appréciait, on se disputait aussi. Puis 5 minutes après, on tapait dans le ballon ensemble.
pas même la mise en service d'une ligne de trambus reliant la banlieue au centre-ville, n'ont permis d'abattre la frontière invisible qui semble enfermer les habitants dans la cité. Mais nous allons découvrir qu'il est tout aussi difficile de s'installer à Pissevin. Là, on est sur un site de location longue durée. Et on voit tout de suite que l'essentiel de l'offre de location se concentre sur le centre-ville de Nîmes, qu'on voit bien là avec tous ces points rouges. Et lorsqu'on zoome sur le quartier de Pissevin, eh bien là, il n'y a quasiment plus aucune annonce de location. Nous allons donc tenter notre chance dans une agence immobilière. Il n'en existe aucune à l'intérieur du quartier, alors nous nous rendons dans la plus proche. Bonjour. Je venais voir pour une location sur Nîmes. Vous recherchez quoi? En fait, je pas grand-chose en ce moment. Alors, j'ai un peu regardé. Je voulais savoir si vous auriez quelque chose, non pas dans le centre-ville, mais plutôt sur Nîmes-Ouest, à Pissevin. Pissevin, non, on n'a pas. On ne va pas dans ce secteur-là. Parce qu'en fait, je suis allé... Quand vous entendez Pissevin, c'est la ZUP? Ouais, la ZUP. Ouais, on n'y va pas. Par rapport à l'insécurité? Par rapport à l'insécurité, je ne vais pas dans ce quartier. Ouais, c'est la mauvaise réputation de ces quartiers. En fait, je ne vais pas risquer ma vie pour aller faire une visite. En fait, l'agence, elle va gagner quoi? Rien du tout. Donc, je ne vais pas risquer ma vie pour aller faire une visite de logement. Mais vous, si vous y allez en journée en tant qu'agente immobilière, vous risquez aussi quelque chose, vous pensez? Bien évidemment. Donc, on n'y va pas. On n'intervient pas sur ce fait. Je n'aurai pas de location à vous proposer dans ce secteur-là. Mais c'est un marché à part, quoi. Courage. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Un marché parallèle, avec ses propres codes, où se mêlent investisseurs immobiliers et marchands de sommeil. Pour en comprendre le fonctionnement, nous avons rendez-vous avec un propriétaire. Ça va? Ouais. Il affirme posséder une vingtaine d'appartements ici. Et on est 4 ou 5 gros investisseurs immobiliers dans le quartier. Le P3, bon, il y en a, 650 ou 700 euros. Moi j'ai vu 590, Charles compris, donc c'est plutôt 500. Pour des T3? Pour des T3, ouais. Lui affirme ne louer que des logements en bon état. Mais le montant des loyers nous étonne. De 500 à 700 euros pour un 3 pièces, c'est à peine moins cher qu'en centre-ville. Plus surprenant encore, l'écart entre les loyers et la valeur de ces appartements à l'achat. Après, un appartement que vous achetez, vous l'achetez combien, un T3 30 ou 40 000. Et il est loué en 500? Ça fait 40 000, ça fait 45 avec les frais de notaire, 60 avec les travaux. En 5 ans, 7 ans, il est payé? Pas 7. Son rentabilité n'est pas si mal. Il faut accepter de le faire parce que c'est un quartier difficile, il faut arriver à le louer correctement. Il faut serrer les locataires un petit peu parce que des fois, ils ne payent pas toujours. Ici, la plupart des propriétaires n'exigent pas les mêmes garanties auprès des locataires que sur le marché conventionnel. Et certains sont loin de faire le nécessaire pour l'entretien des logements. Auria vit dans une copropriété privée depuis 16 ans. Un appartement vieillissant que sa propriétaire a toujours refusé de rénover selon elle. Son loyer s'élève à 660 € pour 72 mètres carrés. J'ai pas de la chance d'avoir une chambre pour moi, intime. J'ai une chambre avec mon fils, je partage la chambre. Parce qu'il y a deux. C'est ça les fenêtres qui se ferment pas parce que c'est très vieux. Et la propriétaire ne veut pas faire des travaux. L'hiver, ça va rentrer. La peinture, je viens de la faire. Hein. Chaque fois que je fais la peinture, comme il y a de l'humidité, ça... J'avais demandé qu'elle me fasse un peu de carrelage, que c'était enlevé, il y avait du noir, une moisissure. Ah ben, j'étais obligée de faire avec mes propres frais. J'ai fait ça qui coûtait quand même cher, 250, pour qu'il ne tombe pas l'eau par... Normalement, c'est à la propriétaire de faire ça. La loi impose en effet aux propriétaires de résoudre les problèmes d'humidité. La dame qui était avant moi, elle était petite, je vais vous dire. Moi, je suis grande. Pour faire la vaisselle, je suis capable de faire ça. Et à cause d'elle, j'ai mal au... Je lui dis, madame, j'ai mal au... Parce que je ne suis pas bien positionnée. C'est petit, hein, c'est bas. Je dois faire comme ça la vaisselle. Je dis de changer ça, normalement, elle devrait faire les travaux, mais elle n'a pas changé.
Ouria rêve de partir. Elle ne supporte plus le danger qui rôde en bas de chez elle. Ça commence. Voilà. Juste à côté. Ils ont émergé par balle. Il vient d'arriver, la police. Le moment d'arriver. Donc le tir il a mis 20 minutes, 6 heures pile. De nouveaux tirs de Kalachnikov. À l'heure où le quartier prend vie. Comme pour rappeler aux habitants la lutte armée qui se joue sous leurs fenêtres. Pour les autorités, cette fusillade, la 5e en un mois, est celle de trop. Elles ont décidé d'agir. Ce qui est en train d'être détruit ici, c'est un bâtiment qui sert de point de deal aux trafiquants depuis plusieurs mois déjà. On est juste devant la médiathèque Marc Bernard, celle qui a été fermée justement depuis plusieurs mois à cause du trafic de stupéfiants. Et ce bâtiment, à l'origine, c'est une cage d'escalier et d'ascenseur qui dessert le parking souterrain. Ça ne fonctionne plus depuis longtemps déjà. Et donc, c'était devenu un point de deal. Et pour la mairie, pour la préfecture, il y a urgence à montrer aux dealers qu'ils ne sont pas ici chez eux, même si pour les habitants qu'on rencontre depuis ce matin, c'est pas ça qui va changer profondément les choses. Et ça, là, c'est bien que ça soit détruit pour vous? Bah oui, bien sûr. Faut casser tout. Il faudrait qu'ils cassent tout? Ah oui. Pourquoi? Non, ça devient trop drogué. C'est un coin que pour la drogue et la merde. Une fois, j'ai failli me faire taper là avec 4 connards. On voit que le quartier va changer. Ce sera un peu comme avant, comme vous avez vu, ça fait plusieurs années qu'ils disaient ça va changer, il n'y a rien eu. Donc là, voir que les actions, il y a des actions, ça nous met en joie en fait. On va se sentir en sécurité, etc. Car cette démolition n'est qu'une étape d'un grand projet de rénovation, censé remodeler en profondeur le visage du quartier. Un énième plan à 200 millions d'euros, décidé par les pouvoirs publics pour aérer les espaces, faire revenir les commerces et retrouver la mixité sociale des débuts. Mais les promesses tardent à voir le jour. Ce matin-là, nous apercevons justement la sous-préfète déléguée à la ville, venue inspecter la reprise des travaux. C'est la preuve qu'on n'abandonne pas le quartier et on ne l'a jamais abandonné. Juste, les chantiers ont été arrêtés pour des raisons de sécurité. On travaille, la préfecture, la police nationale et les autres partenaires, au relancement de ces travaux. Une date a été arrêtée, c'est en cours. C'était la même problématique. C'est quand cette date? C'est une date qui est en cours de définition. C'est la même problématique sur la cage d'ascenseur qui est en cours de destruction, qui était prévue. Tout ceci est dans le plan. Simplement, on a donné le petit coup de pouce pour que les travaux puissent redémarrer le plus vite possible. Et je formule le souhait que la prochaine étape, ce soit le retour des bus sur le quartier. Et les chauffeurs de bus ont fini par revenir à Pissevin, convaincus par le renforcement de la présence policière. Des patrouilles quotidiennes qui ont fait taire les Kalachnikov et qui rassurent les habitants, comme ce jour-là où nous retrouvons Ouria devant une importante opération anti-drogue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À l'intérieur aussi 7, 8. Nous, ce qu'on voulait, c'est ça. Faire un peu de poids et attraper ces dealers quand même. Tant mieux, c'est bien. Ça nous rassure. Quand même, la police, ça nous rassure. Hein. Ça... Depuis la fin de notre immersion, aucune fusillade n'a éclaté à Pissevin. Plusieurs personnes qui seraient impliquées dans les meurtres du petit Fayed et du jeune de 18 ans ont été arrêtées. Les renforts de police, eux, ne sont prévus que jusqu'à la fin de l'année. Et le trafic de drogue, qui ne s'est jamais arrêté, continue d'attirer de nouveaux jeunes sans repère dans ces filets meurtriers.